Après, il y a un truc de fou avec le livre aussi. Même si la musique, c'est magique, parce que c'est comme un parfum, qu'on s'en souvient, qu'il y a des souvenirs, c'est extraordinaire. Mais le livre, il y a une intimité avec le livre qu'aucun autre art ne permet. Bonjour et bienvenue dans l'Avant-Claque. Mathias Malzieu, bonjour. Vous êtes ici avec nous en qualité d'écrivain, qui est une de vos multiples casquettes. Vous venez de sortir Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, qui est un petit livre de poèmes et de collages, qui sort dans une nouvelle collection qui s'appelle l'Iconopop et qui est magnifique, que j'invite tout le monde à découvrir. Merci. Gringe, vous êtes musicien, acteur et donc aujourd'hui maintenant écrivain. Vous avez sorti votre premier livre qui est un récit et qui s'appelle « Ensemble, on aboie en silence » aux éditions HarperCollins et qui est très beau. Merci. Bienvenue et merci d'être ici. Je me disais que peut-être d'abord, Mathias, vous avez l'habitude de naviguer entre tous les milieux et notamment celui de la musique et de l'édition et que peut-être vous auriez un petit conseil à donner à Gringe qui est nouveau dans le milieu feutré de Saint-Germain-des-Prés. Je me permettrai pas. Et pourtant, je le prendrai quand même. Je me permettrai pas. Le meilleur des conseils, je crois que c'est toujours de n'en écouter aucun et de faire exactement ce qu'on veut. Donc, et même ce conseil est de moi, il faut pas l'écouter. Moi, je pense que l'étape d'après, c'est la fiction. Ah, Gringe, l'étape d'après, c'est la fiction? Ce que tu entends dans la fiction, c'est... C'est-à-dire que là, tu as écrit un récit et le prochain sera une histoire imaginée. Quoi. Possiblement. Mais pour l'instant, j'ai... Parce qu'il y a la plume. Je digère déjà la sortie du bouquin, mais j'ai toujours un rapport à l'écriture hyper intime et j'en ai envie. J'ai envie d'explorer de nouveaux terrains de jeu en permanence. Donc ça pourrait être ça, ouais. Ça pourrait être ça. Vous naviguez tous les deux, vous faites plusieurs choses à la fois un peu tout le temps, j'imagine c'est-à-dire de la poésie, ensuite de la musique, peut-être un matin un bout de film, l'après-midi un morceau. Est-ce qu'il y a une identité en vous qui supplante toutes les autres? Pour ma part, je crois que c'est juste la question du désir, c'est de l'envie de faire. Après, on est comme on est un négatif qu'on plonge dans un bain révélateur comme en photo. Et selon la chimie, amusante ou moins amusante selon, ça se révèle autrement. Mais moi, je me suis jamais pris pour un autoproclamé écrivain ou poète ou chanteur ou chanteur de rock. Enfin, tout ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'amuse le plus, en fait, c'est de me surprendre. Gringe, pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus au cœur que le reste? Je sais pas dire. En vérité, j'ai pu mettre un petit doigt, un petit orteil dans le cinéma à un moment donné. J'ai bossé avec Aurel San sur 2 albums, j'ai sorti le mien, je suis allé le défendre sur scène avec mes amis. Là, il y a le bouquin et je prends du plaisir à chaque fois. Le moteur, c'est l'envie, c'est le désir, c'est le besoin de se surprendre et les rencontres, en vérité. Moi, je fonctionne vachement à ça, quoi. Est-ce que vous rencontrez des publics différents selon les projets? Moi, vraiment, quand j'ai commencé à écrire des livres, il y avait j'ai eu la chance d'être suivi par le public de Dionysos, finalement. Et puis, en fait, après, ça finit par... on voit que ça se diversifie, mais c'est aussi... c'est la force de l'âge qui fait ça. C'est-à-dire que maintenant, au début... Vous draguez des générations derrière vous. On faisait des concerts au début, il y avait avec des gars avec des t-shirts Nirvana et des cheveux jusque-là qui faisaient comme ça. Et il n'y avait quasiment pas de filles. C'était parce que c'était hyper bruitiste, qu'on faisait hyper punk. Ils ont finalement trouvé des meufs. Et puis petit à petit, il y a eu un peu plus de filles. Avec les livres aussi, ça a un public un peu plus féminin aussi. C'est assez marrant en fait. Moi, je me rappelle de la première fois où ça m'a mis un choc. Ça devait être il y a une dizaine d'années. Et un gars dans le métro, il me fait je vous écoutais beaucoup avec ma femme quand elle était enceinte. Et elle me présente son fils. Et le fils, il est plus musclé que moi, il est plus grand que moi, il a plein de poils. Et là, je me suis dit, putain, je suis vieux en fait. Et alors qu'en fait, il y a un côté Peter Pan en fait, quand on est artiste ou on est dans son propre univers qui rivalise avec la réalité, qui n'est pas une fuite, mais qui permet de rivaliser quand même avec quelque chose. Et tout d'un coup, en fait, le temps passe parce que ça passe vite, comme quand on s'est bien amusé à une fête et que c'est déjà la fin. C'est cendrillonnesque, quoi, en fait, les vies qu'on a. Et vous, Gringe, là, vous découvrez un public différent avec le livre? Avec le livre, ouais. Ouais, des gens qui n'avaient jamais pas entendu parler de moi avant. C'est un public plus adulte. On a fait une soirée de lancement à la librairie de Paris, place de Clichy, pour la sortie du bouquin. Et par exemple, je me suis retrouvé face à un papa, un grand Renoir très élégant et qui était arrivé le matin et qui allait voir son fils schizophrène en clinique, qui allait le visiter et qui s'était pointé dans la librairie pour tuer le temps en attendant d'aller voir son fils, quoi. Et on lui a conseillé d'ouvrir mon bouquin. Et il est revenu le soir me le faire dédicacer pour son... Et je vois la résonance que ce bouquin peut trouver chez les gens. C'est pas un truc que j'avais pu ressentir avant avec mes autres projets. Donc un public un peu qui change, un peu nouveau, et surtout des réactions qui sont hyper chaleureuses, quoi. Après, il y a un truc de fou avec le livre aussi. C'est-à-dire que la musique, on peut l'écouter
en faisant la vaisselle, en faisant l'amour, en conduisant, en faisant ce qu'on veut. Un livre, c'est l'intimité totale. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous lit, il n'y a plus rien. Donc vous vous infiltrez dans le sac des gens, sur les tables de chevet, partout. Et puis quand ils sont avec votre livre, il n'y a rien d'autre. Même si la musique, c'est magique, parce que c'est comme un parfum, qu'on s'en souvient, qu'il y a des souvenirs, c'est extraordinaire. Mais le livre, il y a une intimité avec le livre qu'aucun autre art ne permet. Ces 2 livres que vous avez écrits à 4 mains, donc Mathias, effectivement, votre compagne Daria Nelson a fait les illustrations. La plus que muse. La plus que muse a fait les illustrations et répond au texte. Et vous, Gringe, vous avez écrit le livre à 4 mains avec votre frère. Est-ce que vous avez l'impression que, quoi que vous fassiez, vous vous adressez toujours à quelqu'un? Et à qui ces livres s'adressent-ils? C'est une vraie bonne question. Moi, j'intègre pas. Peut-être que toi, avec l'expérience, ta sensibilité. Moi non plus, en fait, si ce n'est que celui-là particulièrement, en fait, à l'origine, c'est pas un livre, c'est vraiment des poèmes que j'écrivais pour Daria. Vraiment. Normalement, un livre, et c'est beau aussi, c'est un grand voyage. C'est-à-dire que ça met longtemps à maturer, ça met du temps. Et là, en fait, c'est comme un concert de punk rock, quoi. La poésie, ça sort rapide, c'est du Polaroid, il y a une énergie, une électricité. Mais c'est vrai qu'à l'origine, le geste, il est vraiment fait pour Daria. Et la beauté là-dedans, quand ça devient un vrai livre, c'est justement qu'elle ne soit pas que la muse. C'est pour ça que je souligne vraiment la plus que muse, parce que je trouve que c'est très important. Et du coup, elle répond. Et elle me renvoie le cadeau, et c'est l'électricité des deux qui donne ce livre sur cette rencontre amoureuse. Je crois qu'il y a quelque chose qui vous unit tous les deux et d'une manière différente, mais Gringe, c'est un livre, votre livre porte sur ce qu'on appelle communément folie. Vous montrez que c'est aussi une forme de fantaisie et de créativité. Ouais, totalement. Si, mais même le mot folie, je l'emploie peu. Parce que votre frère est diagnostiqué schizophrène. Ouais. Mais en fait, c'est un esprit vibrant, hyper artistique, singulier, fantaisiste. hyper D'ailleurs, sensible. il le dit. À un moment, il dit que justement, la folie qu'il a trouvée quand il arrive dans l'hôpital, les autres fois, il l'a trouvée chez les poètes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et on parle de folie créatrice, et en fait, je me dis que vous êtes vraiment à la limite toujours entre folie et fantaisie, tous les deux dans votre travail. Je crois qu'il y a une certaine douceur de la folie. En fait, c'est la question qui est souvent posée dans ton livre. À partir du moment où on devient dangereux pour les autres, ou être dangereux pour soi-même. Sinon, après, la folie, tant qu'elle embête personne, du coup, on peut appeler ça la fantaisie. Mais c'est une forme de folie, et c'est joyeux. C'est extrêmement joyeux d'être fou. On est des oiseaux de passage, hein, comme disait Brassens, on n'est pas là pour si longtemps que ça. Donc au moins qu'on s'amuse un peu, même si on souffre un peu, mais qu'on vit et qu'on vibre à fond. Et vous, Gringe, ça a réparé quelque chose qui avait besoin d'être réparé? Non, mais jusqu'ici, j'avais commencé moi à aborder les thématiques un peu perso, les relations dysfonctionnelles, familiales, la maladie de Thibaut dans l'album. Mais je me suis rendu compte après coup que je m'étais juste vertueux à rester en surface des choses et raviver des trucs, des souvenirs, des sensations pas forcément agréables. Le bouquin m'a permis de vraiment, c'est quelque chose que je vérifie, d'emprunter un vrai chemin de résilience, puis vraiment aussi de pénétrer la réalité si singulière de mon frangin, quoi. Jusque-là, je l'accompagnais, je restais spectateur. C'est aussi parce qu'il est, lui, très hermétique et très opaque par rapport à ce qu'il peut vivre de l'intérieur. Thibaut, il a écrit sur la psychiatrie et l'hôpital psychiatrique des textes qui datent maintenant d'il y a 15-20 ans, quoi. Et il fallait que je négocie avec lui, parce que de toute façon, il ne me cédait rien, quoi. Ni ses écrits, ni ses secrets, en fait. Et les textes sur la psychiatrie, j'en avais besoin parce que c'est une vision si singulière et de l'intérieur de ce monde clos. Donc voilà, il a fallu que je le séduise, que je l'amadoue parfois, que je lui explique aussi les enjeux de tel témoignage pour les gens, quoi. Donc il y a un truc que je comprends mieux. J'arrive à mieux me situer vis-à-vis de mon frère et vice-versa, je pense. Donc il y a quelque chose de très agréable à l'arrivée. Il y a quelque chose qui unit les différentes activités que vous faites, j'ai l'impression, c'est l'idée de la voix. C'est-à-dire que d'une part, vous êtes sur scène, vous utilisez votre voix, vous jouez la comédie, vous utilisez votre voix, et on parle beaucoup de voix en littérature. Et je me demande, quand vous vous mettez à votre bureau et que vous commencez à écrire, à quel moment vous savez que vous avez trouvé la voix ? Ça dépend des projets, mais c'est capital en fait, effectivement. C'est la question capitale. Et moi, j'ai adoré ça justement pendant le confinement, c'est d'être sur cette énergie presque punk rock de l'immédiateté des poèmes. Et en même temps, j'écrivais un journal, une aventure qui m'est arrivée l'année d'avant où j'ai rejoint ma donneuse de moelle osseuse. Je suis parti en vélo
de Paris à Düsseldorf pour la rejoindre. Donc là, j'étais vraiment dans le... La suite du Vampire en pyjama, un peu. Exactement. Ok. Exactement. Donc j'écrivais en même temps, au même bureau, par rapport à votre question, de la poésie pour Daria. J'écrivais ce livre-là. Et en même temps, j'écrivais une série d'animations qui serait la suite du Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Ok. Une espèce de western sur la Lune, punk rock. Et j'adore, en fait, ce truc qui peut-être rend un peu dingue des fois, encore une fois sur la question de la folie, Ouais. mais j'aime, en fait, changer, en fait, complètement. C'est des énergies différentes et tout me plaît, c'est mon joli problème. Et Gringe, cette idée de la voix, vous lisez à voix haute quand vous écrivez ou est-ce que vous vous êtes laissé prendre justement pour ce livre par des voix? Non, ouais, je lis pas à voix haute. Non, c'est une espèce de truc qui arrive chemin faisant, je pense, quand on écrit. Elle est pas si simple à trouver, l'évidence. Il y a des fois des départs, des amorces d'écriture sur des fragments, des trucs où j'arrive pas à trouver je cherche la porte d'entrée. Donc et c'est pas d'écriture automatique, pourtant j'ai des thématiques en tête. Voilà. Mais il faut que je démarre quelque chose pour voir si ce sera fertile ou en chemin ou stérile et partir sur autre chose. De découvrir son écriture de la manière dont vous l'avez découverte, j'imagine de manière très organique en la travaillant dans le livre. Est-ce que ça change votre rapport aux mots et à l'écriture? Ouais, pour ma part, ouais, totalement. Moi, ça m'ouvre une espèce de champ des possibles. Ça, je le découvre en écrivant le bouquin, quoi. Jusqu'ici, je me suis rendu compte aussi que je me sentais, hyper sclérosé par le format musique et rap. Là, le livre offre un espèce d'espace d'expression infini et on peut aller dans tous les sens. Ce qui est génial, quand j'essaie de comprendre la schizophrénie de mon frère et de nous revivre aussi par la même occasion, je peux un peu emprunter tous les chemins que je veux et c'est super. Et parfois digresser, partir ailleurs, foutre un fragment sur ma mère, sur les cadeaux de mon frère, sur le truc qui n'a rien à voir avec le sujet du bouquin. Ça, c'est quelque chose il y a une vraie liberté quoi, qui est savoureuse quand on écrit. Et c'est marrant que tu parles de gymnastique parce que l'excitation de l'écriture, c'est ça, c'est-à-dire que c'est Roald Dahl qui disait un truc génial sur ça. Il disait en fait l'écriture, ça doit être comme un bon repas français. C'est-à-dire qu'on doit terminer d'avoir écrit, on doit pas avoir totalement fini son verre, on doit avoir un tout petit peu faim encore. Si on finit, le lendemain on n'y retourne pas. En fait, il faut presque arrêter au moment où on a la dernière idée un peu excitante et hop, on le laisse. Et le lendemain, en fait, on n'attend qu'une chose, c'est d'y retrouver. Et ça, c'est hyper dynamique. Je crois que c'est une chance. C'est une chance, mais qui n'est pas valable que pour, entre guillemets, les écrivains de métier, j'ai envie de dire. Avant de faire travailler ce muscle que vous mettez en branle quand vous vous mettez à votre bureau, vous avez des rituels, des sortes d'étirements? Moi, je crois pas. Je suis juste dans une espèce d'obsession permanente, quoi. Je dors, j'en rêve, je me réveille pour noter une phrase, un mot parfois. Moi, j'ai rien de ritualisé tant que j'ai pas fini ce que j'ai commencé, quoi. Je suis juste complètement happé par ça. Franchement, c'est deux très beaux livres. Merci beaucoup d'avoir C'était un été plaisir. là. Et maintenant, c'est l'heure du claquer. Clac, 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 semi-clac, claquer, 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 clac, clac, clac. clac. Ah, claquer, ça m'irrite un peu, moi. Si c'est le siffleur d'Ennio Morricone, c'est clac. C'est les mecs qui sifflent des meufs, claquer. Claquer, je déteste. Claquer ça. aussi. Claquer. Claquer. Ah non, claquer. Claquer, c'est vraiment un problème même, je trouve ça. C'était bien quand c'était le café du commerce. Et on avait le droit de dire un peu des conneries entre nous. Mais le commentaire un peu caché comme ça, je pense que ça flatte pas le meilleur de l'être humain. Claquer, pour moi. Claquer pour moi aussi. Clac. Moi, claquer, mais c'est facile à dire, je ne fume pas donc. Ah, mais je peux dire claque pour le cinéma par contre, parce que je trouve ça ultra cinématographique la clope.